22 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Une collaboration clé pour améliorer les opportunités éducatives en zone rurale entre le MENFOP et l'UNICEF. Et concernant le pèlerinage de cette année, plus de 2 millions de pèlerins sont attendus à la Mecque pour le Hajj. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Les messages de félicitations de chefs d'État et de gouvernement et d'éminentes personnalités à la tête d'institutions régionales, continentales et internationales souhaitant tous à l'avènement de la date anniversaire de notre fête d'indépendance, succès et réussite au président Ismaël Omar Guelleh et davantage de bien-être, de développement et de prospérité au peuple de Djibouti continuent d'affluer ces jours-ci à la présidence de la République. Les derniers en date de ces télégrammes proviennent notamment de l'empereur du Japon, Sa Majesté Naruhito. À l'occasion de la fête d'indépendance nationale de Djibouti, il m'est agréable d'adresser à votre Excellence mes plus vives félicitations ainsi que les vœux les meilleurs que je forme pour votre bonheur personnel et pour la prospérité de votre nation, a dans son message écrit l'empereur du Japon. À noter que des messages similaires en provenance respectivement du roi du royaume de Bahreïn, Sa Majesté Hamad Ben Issa Al-Khalifa, du président du Conseil présidentiel de la République du Yémen, Rachad Al-Halimi, du président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah Al-Sisi, du président de la République d'Ouganda, Yoweri Museveni, et du président de la République de Cuba, Miguel Diaz Bermudez. Et la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, a également fait parvenir un télégramme de félicitations au chef de l'État. À l'occasion de la fête nationale de Djibouti, je vous adresse en mon nom personnel et au nom de l'Organisation internationale de la francophonie mes vœux les plus chaleureux, a dans son message écrit Madame Mushikiwabo. Je souhaite vous redire combien la contribution spécifique de la République de Djibouti à la coopération francophone est appréciée, a-t-elle noté dans le même document. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a par effet ce matin une feuille de route portant sur le financement de la vaccination. Cette signature s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, du ministre du Budget, Ismaël Ibrahim, et des représentants des organismes internationaux dont l'UNICEF, l'OMS, Gavi, l'OIM et la Banque mondiale. Cette convention est la preuve de l'engagement du pays pour contribuer au financement de l'achat de vaccins et le coût opérationnel de services de vaccination pour rehausser la couverture vaccinale des enfants vivant sur le territoire national. Et à 48 heures du 46e anniversaire de notre indépendance, la population djiboutienne à l'unisson décorait leur foyer et les rues des couleurs de la nation, que cela soit une maison, magasin ou voiture, tout s'illustre dans un rythme aux échos patriotiques et des chants. La population djiboutienne a laissé entendre pour la 46e fois un message djiboutien fort qui résonne encore et encore dans le cœur des individus à travers les quatre coins du monde. Ce message de fierté et de paix est un legs à préserver âprement, conquis par nos dévanciers. Chaque foyer à travers tout le pays s'illumine d'une lueur patriotique tandis que les rues se parent de drapeaux et de banderoles aux couleurs vives, tout décoré aux couleurs de la nation. Les magasins exposent fièrement des décorations rappelant l'histoire et la culture du pays. Même les voitures se parent de symboles nationaux, manifestant ainsi l'engagement de chaque individu envers Djibouti, une tradition unitaire qui illustre l'attachement profond des Djiboutiens à notre pays et à notre identité. Et dans le cadre des festivités du 46e anniversaire de l'indépendance, l'annexe RPP de Cheikh Moussa a organisé hier soir une soirée d'animation culturelle. La soirée haute en couleur a vu la présence des autorités, notamment de plusieurs membres du gouvernement, dont la ministre de la Femme et de la Famille, la ministre de l'Habitat, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le ministre du Commerce, le président de la commune de Balbala et le président de la commune de Boulaos, ainsi que plusieurs parlementaires. Des jeunes issus du quartier Cheikh Moussa et ses environs sont venus assister et animer cette soirée.
Et nous restons dans la commune de Balbala où en collaboration avec les anciens joueurs de Balbala a été organisée hier après-midi une marche dédiée pour la célébration du 46e anniversaire de notre indépendance. Cet événement qui a vu la participation du président de la commune de Balbala et de plusieurs associations de jeunes et des femmes. Cette marche s'est déroulée dans une ambiance conviviale et a été l'occasion de perpétrer la célébration du 46e anniversaire de l'indépendance. Et dans le cadre toujours des activités en l'honneur de l'avènement de la célébration du 46e anniversaire de l'indépendance, l'Union nationale des femmes djiboutiennes a organisé hier une soirée d'animation culturelle dans le CDC de quartier 5 et l'annexe du RPP du quartier 6. La cérémonie a débuté par quelques versets du Saint-Coran suivis de différentes animations. Ces événements se sont déroulés en présence de la ministre de la Ville de l'Habitat, Amina Abdi Aden, de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, de la ministre de la Jeunesse et de la Culture et du ministre de l'Agriculture, de la vice-présidente de l'Assemblée nationale et de nombreux parlementaires et des responsables des communes et de plusieurs associations de jeunes et des femmes. Nouvelle nationale, toujours, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, et le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, ont reçu ce matin l'état-major général des armées, le général de brigade Igor Matveev, dans le cadre d'une visite de courtoisie planifiée à l'occasion de sa récente nomination au poste de chef de la représentation de la mission du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, avec résidence à Addis Abeba. Durant cette rencontre, les deux parties ont pu échanger sur leurs intérêts communs et plus particulièrement
particulièrement sur les formations militaires octroyées par la Fédération de Russie au profit de l'armée djiboutienne et des autres institutions, tout en mettant l'accent sur les places de spécialité ouvertes pour cette année. Enfin, le ministre a souhaité donc réussite et succès au général russe dans l'exécution de cette nouvelle fonction. Et le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et la représentante de l'UNICEF à Djibouti, qui est également le chef de file des partenaires pour le secteur de l'éducation, ont signé ce matin une convention portant sur le plan de travail pour l'année en cours. Ce plan de travail constitue une feuille de route stratégique qui guidera les actions concertées du ministère de l'Éducation nationale et de l'UNICEF. Il met en avant plusieurs axes stratégiques avec une attention particulière accordée aux zones rurales et à l'amélioration de l'environnement éducatif. La scolarisation des filles et des enfants vulnérables est l'un des axes stratégiques essentiels de ce plan de travail. Le MENFOP et l'UNICEF s'engagent à garantir l'accès à l'éducation pour tous les enfants en mettant l'accent sur ceux qui sont les plus vulnérables. Cette collaboration vise également à promouvoir l'école rurale intégrée et à améliorer l'environnement global de l'éducation en général et dans les zones rurales en particulier. Lors de la cérémonie de signature, la représentante de l'UNICEF a salué l'engagement inébranlable du ministre en faveur de l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de la formation professionnelle, en particulier pour les enfants vulnérables. Elle a réitéré le plein soutien de l'UNICEF dans ses efforts, soulignant l'importance cruciale de cette collaboration pour garantir un accès équitable à l'éducation à tous les enfants de Djibouti. De son côté, le ministre a tenu à souligner le rôle prépondérant de l'UNICEF parmi les partenaires du MENFOP. Occasion pour saluer l'engagement de tout le ministère de l'Éducation nationale pour vos efforts consentis dans la promotion vraiment d'une éducation pour tout et d'une éducation de qualité dans la mise à la disposition des élèves des manuels et des matériels scolaires et des espaces propices à leur scolarisation. On va rester derrière vous, à côté de vous, ensemble, pour réaliser nos plans qu'on a mis aussi dans les plans de travail. Nous restons vraiment convaincus que grâce à cet engagement, votre engagement et le soutien technique et financier de l'UNICEF et d'autres partenaires qui sont engagés dans les secteurs, une éducation pour tout et une éducation de qualité des enfants en général et des enfants les plus vulnérables en particulier sera vraiment privilégiée afin de viser l'acquisition et des connaissances et de promouvoir le droit à l'éducation. On peut voir vraiment à Djibouti, c'est quelque chose qui est pris dans une manière très sincère et on voudrait vous féliciter et remercier pour ça. Je voudrais aussi mentionner les schémas directeurs de l'éducation et de la formation professionnelle pour les 15 années à venir, ainsi aussi que les plans d'action de l'éducation et de la formation professionnelle qui ont été finalisés avec la participation active de tous les acteurs en décembre 2021. Et de son côté, le ministre Moustapha Mohamed Mahmoud a affirmé sa détermination à prendre des mesures concrètes pour surmonter les obstacles rencontrés dans la scolarisation des enfants vivant dans des zones reculées ainsi que les enfants à besoins spéciaux. On écoute le ministre. Vous le savez, vous suivez très bien un peu l'évolution, les progressions de l'éducation, surtout en matière donc, de scolarisation. Et surtout, vous avez très bien vu qu'aujourd'hui, le ministère est plus focalisé également sur la scolarisation des enfants habitant en milieu rural, vers l'intérieur du pays, puisque aujourd'hui, le succès en matière de scolarisation est là, au niveau de l'accès et de l'équité, puisque
Nous sommes à peu près 91% de taux de scolarisation, mais également au niveau du genre, la parité est là, aussi bien au niveau de l'école primaire, mais également au niveau collège, un peu moins peut-être au niveau de lycée, mais nous y travaillons vraiment pour arriver à cet objectif-là. Et d'ici 2025, nous comptons déclarer officiellement au niveau primaire, c'est-à-dire à 100% des taux de scolarisation. Où nous allons développer ces projets qui est bien sûr l'école rurale intégrée, où nous avons bien sûr parlé de la création de la vie, mais également si nous créons cette vie autour de l'école, ça va permettre également de regrouper à ce que bien sûr les personnes qui habitent dans ces localités puissent venir aux environs de l'école, parce que en général ils habitent à peu près à 20-30 km de l'école. Donc maintenant, le fait qu'un logement décent, le fait que nous allons trouver l'eau, le fait qu'il y aura bien sûr l'hôpital, le fait qu'il y aura des activités génératrices d'emploi vont permettre à ce que bien sûr il y ait un regroupement également de la population. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf Moumin Hassan Barry, accompagné de ses proches collaborateurs, a rencontré hier à Makkah, en Arabie Saoudite, les hauts responsables de sociétés saoudiennes chargés de la planification des lieux de résidence ainsi que des transports vers les lieux saints pour les pèlerins des pays arabes comme Djibouti. Après les séances de bienvenue et remerciements de part et d'autre, le ministre a salué les efforts entrepris par le Royaume d'Arabie Saoudite pour l'organisation du Hajj, tout en prenant soin des lieux sacrés de l'islam et des pèlerins. Il a été constaté par le comité djiboutien d'organisation du Hajj que des places manquaient pour les pèlerins djiboutiens au site religieux de Mina, ce qui a sollicité le déplacement du ministre, qui a réussi à régler l'inquiétude après un entretien avec les patrons des sociétés saoudiennes en charge de ces affaires. À la fin de la réunion, les patrons des sociétés saoudiennes en charge de planifier les lieux d'habitation et des transports ont remis au ministre un cadeau qui témoigne des liens fructueux entre les deux nations. Et dans une interview qui nous a accordé, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf Moumin Hassan a remercié les autorités saoudiennes pour l'accueil et l'hospitalité envers le peuple et le gouvernement djiboutien. Il a indiqué que les points de vue entre les deux parties étaient identiques sur les différents sujets abordés lors de cette rencontre qui ont porté principalement sur le développement des services fournis aux pèlerins djiboutiens. Il est à noter que le ministère des Affaires islamiques a pris toutes les mesures nécessaires pour permettre aux pèlerins djiboutiens d'accomplir le devoir du Hajj dans les meilleures conditions. Et la Mecque, la ville la plus sacrée de l'islam, a accueilli vendredi dernier une foule immense de fidèles pour le plus grand pèlerinage du Hajj, avec plus de 2 millions de personnes malgré la chaleur qui frappe l'Arabie Saoudite. Plus de 2 millions de personnes donc originaires de plus de 160 pays sont attendues, donc, ce qui représente une augmentation considérable par rapport aux 926 000 personnes enregistrées l'année dernière, où le nombre de pèlerins avait été limité à 1 million à la suite de la pandémie de la Covid-19. Les pèlerins vêtus de robes blanches et de sandales ont envahi l'ancienne cité aujourd'hui parsemée d'hôtels de luxe et de centres commerciaux climatisés après avoir afflué par avion, bus ou train pour les rites annuels. Le Hajj, rappelons-le, fait partie des 5 piliers de l'islam et doit être accompli par tous les musulmans qui en ont les moyens au moins une fois dans leur vie. Santé à présent, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roubli, a présidé la cérémonie de clôture de l'atelier national de formation des formateurs sur les soins prénataux, les soins intrapartum et l'optimisation des indications de césarienne. Cet atelier s'est déroulé du 17 au 22 juin au Sheraton Hotel. Cette cérémonie a vu la participation des représentants de l'OMS et de l'UNICEF, du responsable pays pour l'Alliance Gavi et le responsable de la Banque mondiale. Et conformément aux orientations des Nations Unies afin d'atteindre les objectifs de développement durable en 2030 pour la santé maternelle et néonatale, le ministère de la Santé de Djibouti a élaboré en 2022 la stratégie nationale d'accélération de réduction de la mortalité maternelle et néonatale pour la période 2022-2026. Cette stratégie qui vise la réduction de la mortalité et la morbidité maternelle et néonatale en garantissant des soins de qualité et des soins de santé continus, complets et intégrés afin d'atteindre une couverture sanitaire universelle.
Et le ministre de la Santé, lors de cet atelier, a indiqué que son département s'est engagé depuis pratiquement une année dans une dynamique irréversible d'amélioration de la situation de la santé maternelle et néonatale. On l'écoute. Donc, est une priorité, et plus particulièrement donc, pour le chef de l'État, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, qui a traduit donc, cette volonté politique ces dernières années par la mise à la disposition des moyens adéquats, des ressources humaines, des médicaments, des équipements, et pour réduire donc la morbidité et la mortalité maternelle et néonatale. Nous nous sommes engagés depuis pratiquement une année, une dynamique irréversible d'amélioration de la situation de la santé maternelle et néonatale. Ceci a commencé donc l'année dernière par l'adoption donc de cette stratégie de la santé maternelle et néonatale, en restant en phase avec les orientations donc du plan national de développement sanitaire afin d'atteindre les objectifs durables de développement. Pour ce faire, cette dynamique est déclenchée à travers la stratégie nationale d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale pour une durée de 4 ans. On l'avait adoptée l'année dernière. Cette stratégie élaborée d'une manière consensuelle a été lancée en juillet donc 2022. Elle se veut fédératrice pour rassembler tous les acteurs de la santé maternelle et néonatale pour qu'ils convergent tous leurs efforts pour mettre en œuvre les 5 piliers fondamentaux que vous connaissez: l'amélioration de l'accès selon le continuum de services de soins, l'amélioration de la qualité de soins et des services maternels néonatales, le renforcement de la gouvernance, du leadership national et la convergence multisectorielle avec tous les partenaires. Enfin, le cadre de la participation communautaire et de la mobilisation sociale, l'amélioration de la qualité des données, de l'évaluation, du suivi, de la mise en œuvre des soins maternels et néonatales. Le Palais du Peuple a abrité ce matin un atelier sur les perspectives climatiques pour la saison de juin à septembre 2023, organisé par le projet DRESSEA en collaboration avec l'Agence nationale de la météorologie sous l'égide du secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du directeur de l'Agence nationale de la météo. En effet, le projet DRESSEA arrive à point nommé pour fléchir l'impact de la sécheresse à travers la mise en place des systèmes d'alerte précoce à la sécheresse et également à travers la mise en place des systèmes d'alerte précoce combinés à des actions d'adaptation à la sécheresse et au changement climatique telles que la mise en place des infrastructures innovantes. Saisonnière avec l'appui du ministère de l'Agriculture par le biais des projets de Drought Resilience for Smallholder Farmers and the Pastoralism de DRESSEA. Comme vous avez constaté ces derniers temps, notre pays est confronté à des risques liés aux phénomènes extrêmes du changement climatique et des effets néfastes tels que la canicule, la sécheresse, les inondations, les fortes pluies, les cyclones et bien d'autres. Ces aléas récurrents qui faiblissent les populations urbaines et nomades en réduisant considérablement leurs faibles biens, surtout les bétails et les périmètres agricoles familiales. L'objectif général de l'atelier est de sensibiliser les secteurs concernés sur les perspectives climatiques de la saison juin, juillet, août, septembre. Et dans le cadre du projet de développement urbain intégré de Balbala, l'ambassadrice de France à Djibouti, Madame Dana Pourquerossi, accompagnée de la directrice de l'Agence française de développement et sa collaboratrice, se sont rendues hier à l'Ayablé et Moustiquaire pour visiter l'état d'avancement des infrastructures qu'englobe le dit projet. Le gouvernement donnait déjà le coup d'envoi en septembre 2021 avec l'appui financier de l'AFD du projet de développement urbain intégré, et ce dans le cadre du programme Zéro Bidonville, un programme qui avait pour ambition de couper l'herbe sous le pied aux avancées des habitats précaires dans certains quartiers périphériques de la commune de Balbala. Moins de 2 ans après le lancement de ce vaste projet, le résultat est là et on ne peut que s'en réjouir du changement, sans commune mesure que l'Agence djiboutienne de développement social a opéré dans ces quartiers de l'Ayablé-Moustiquaire avec la réalisation des multiples infrastructures et la réhabilitation des réseaux routiers. Le quartier l'Ayablé-Moustiquaire n'est plus ce qu'il était auparavant.
Et ce communiqué qui nous est parvenu de la direction des affaires maritimes qui informe les usagers que le ferry Mohamed Burhan Qassim effectuera une navette exceptionnelle demain lundi aux heures habituelles à la place du mardi 27 jour férié. La direction des affaires maritimes et le personnel du ferry saisissent l'occasion pour vous souhaiter un joyeux Eid Mubarak à toutes et à tous. En sport, à présent, les athlètes djiboutiens brillent au championnat arabe d'athlétisme qui se déroule actuellement à Marrakech. 6 athlètes boursiers de la subvention IOG, avec donc un kinésithérapeute, sont engagés dans ce championnat arabe senior d'athlétisme. Sur l'épreuve de 5000 mètres, les représentants de Djibouti ont trusté le podium en réalisant une performance remarquable. Et Mohamed Ismail alias Fatah a réalisé une course exceptionnelle qui lui a permis de remporter la médaille d'or. L'athlète djiboutien a su imposer son rythme dès le départ de la course et a maintenu cette cadence tout au long de l'épreuve. Cette victoire est une fierté pour Djibouti qui confirme ainsi sa place parmi les grandes nations de l'athlétisme en Afrique. Et son compatriote Hussein Sougué, jeune espoir et élite de l'athlétisme djiboutien, a également réalisé une performance remarquable en se classant deuxième de l'épreuve en remportant la médaille d'argent. Et le secrétaire d'État chargé des sports et le président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme ont tenu à féliciter les deux athlètes pour leur brillante performance et ont salué le travail effectué par l'ensemble de la délégation djiboutienne. Et nous finissons en sport, toujours cette fois-ci du judo. Dans la catégorie des 73 kilos, Alexandre Hussein a remporté la médaille d'or à l'Open de Niamey au Niger. Une performance exceptionnelle qui vient s'ajouter à son riche palmarès. Alex Hussein a démontré une fois de plus sa détermination et son talent en remportant cette compétition. Le projet phare du président de la République, notamment la subvention IOG destinée aux athlètes élites mise en place en 2022, ne cesse de donner ses fruits. Grâce à cette subvention IOG, les bonnes performances se multiplient à l'échelle régionale, continentale et internationale. Le secrétaire d'État au sport a tenu à saluer la réussite des jeunes athlètes judokas en les adressant donc ses chaleureuses félicitations. Rappelant que dans ces mêmes championnats, Djibouti a remporté 2 médailles d'or. Il s'agissait du jeune Al-Jasser Radwan et la jeune judokate Malak. En nouvelle régionale à présent, au Tchad, le gouvernement sollicite l'appui et l'assistance des partenaires techniques et financiers pour lui permettre de faire face à l'afflux des réfugiés soudanais sur son territoire. Le Premier ministre du gouvernement de transition, Saleh Kebzabo, s'est adressé hier au corps diplomatique. Le Premier ministre tchadien a débuté son intervention en rappelant la situation migratoire à l'est du pays. Le Tchad accueille en ce moment à l'est plus de 400 000 réfugiés soudanais. La mobilisation de la communauté internationale face au drame humanitaire et à la détresse que vivent les réfugiés soudanais n'est pas à la hauteur de la mobilisation donc observée sous d'autres cieux. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.